Les amis, ça y est, la deuxième journée de l'Euro 2024 s'est terminée avec le match Belgique-Roumanie et donc nous allons revenir ensemble sur les différents matchs de cette seconde journée. Je vais vous les analyser les uns après les autres. Alors, assez rapidement, rassurez-vous, c'est pas une vidéo qui va durer 1 heure, mais on va revenir quand même sur chacun d'entre eux. Un mot d'abord autour de l'Euro, comme lors de ma première vidéo sur la première journée. Je continue à penser ce que j'avais dit. C'est un très bel Euro 2024. Il y a une grosse ambiance dans les stades. Les stades sont pleins, beaucoup de supporters qui chantent. On assiste à pas mal de buts. Alors le match France-Pays-Bas a fait un peu baisser le ratio, mais on est quand même à un peu plus de 2 buts par match, donc c'est un championnat d'Europe ouvert. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué les amis, mais on n'assiste plus à ce qu'on voyait lors de la précédente Coupe du Monde, c'est-à-dire des arrêts de jeu interminables, 8, 10, 12 minutes parfois. Là ça devient très rare, même c'est très rare d'avoir des arrêts de jeu de plus de 4 minutes. C'est pas plus mal finalement, ça évite de jouer une prolongation, une mi-temps de prolongation supplémentaire pour les équipes. En tous les cas, c'est un Euro très agréable et je trouve très beau. Jusqu'à maintenant, on va rentrer donc dans les différents matchs. Et pour le premier, Albanie-Croatie, les Albanais se sont montrés plutôt entreprenants, surtout en première période. Ils ont été récompensés avec un but de Laci. C'est eux qui rentrent au vestiaire avec l'avantage au score. Bien que les Croates avaient une meilleure possession de balle lors de cette première mi-temps, ils n'ont pas réussi à se montrer dangereux. Et d'ailleurs, on peut regretter les anciennes gloires devant qui étaient Mandzukic ou Šuker à l'époque, parce que Petkovic, c'est pas mal, mais c'est quand même pas de même niveau, même si en deuxième mi-temps la Croatie ça va un peu mieux, notamment grâce à une bonne rentrée de Budimir. Ils arrivent d'abord à recoller au score, puis 2 minutes après à reprendre l'avantage, et ça caractérise les Albanais. Ils font la même chose que contre l'Italie, c'est-à-dire qu'ils se prennent un but, ils se mobilisent complètement, on dirait qu'ils sont en panique et ils se prennent un deuxième but juste après. Ils avaient déjà été victimes de ce fait-là lors du match contre l'Italie, c'est une constante. Faut se corriger un peu les Albanais, faut se ressaisir quand on se prend un but, faut pas se laisser démobiliser comme ça. Donc les Croates passe en tête et là on assiste à une fin de match un peu folle, une fin de match complètement emballée. L'Albanie pousse et arrive dans les arrêts de jeu, je crois bien, si je me rappelle, à égaliser avec Jasula, qui c'était lui qui avait marqué contre son camp pour offrir le deuxième but aux Croates. Il parvient à égaliser, à relancer un peu les Albanais dans ce groupe, en tout cas à avoir le point du match nul, et c'est une vraie contre-performance pour les Croates, encore une fois. Les Croates qui ne prennent qu'un point en 2 matchs, ça va être très dur pour eux pour se qualifier. Ils vont affronter l'Italie au dernier match, ça va être très intéressant, malheur ou vaincu. Mais ouais, la Croatie, je pensais qu'ils prendraient les rênes de ce groupe un peu plus facilement. Regardez ce que je disais lors de mes pronostics. Croatie en finale. Ouais, comme quoi les amis, faut pas m'écouter, je vous l'ai déjà dit. On poursuit avec le match Allemagne-Hongrie. Alors l'Allemagne qui a dominé face à la Hongrie, mais c'était moins flagrant que face à l'Écosse. On a vu une opposition largement plus forte que lors du premier match. Musiala a d'abord fait la différence et malgré tout, les Hongrois se sont montrés dangereux à plusieurs reprises. Il a fallu un grand Neuer pour sauver des occasions, notamment un superbe coup franc de Szoboszlai qui prenait la direction de la lucarne des buts allemands. Neuer s'est bien détendu, l'a rattrapé d'abord une première fois avec la main, il est tombé, il s'est même coincé un des pieds dans le filet, il a réussi à se dépêtrer un peu pour sauver une reprise de l'autre du bout de l'autre pied. Neuer il montre ici tous ses talents. Alors je sais bien que Ter Stegen est très bon, il aurait peut-être même pu mériter d'être titulaire, mais là on a vraiment un grand Neuer dans les buts allemands. Pour moi Neuer il a un peu révolutionné le poste avec cette espèce de gardien qui monte un peu, qui joue assez haut devant et très bon également sur la ligne. Et puis depuis les 25 dernières années, Neuer c'est un des 2-3 meilleurs gardiens de but. On pourrait citer Buffon évidemment, et puis peut-être Iker Casillas, mais Neuer peut-être rentre dans le top 3, en tout cas pour moi rentre dans le top 3 des meilleurs gardiens de ces 25 dernières années. On n'a pas vu un grand Havertz dans ce match, par contre on a vu un très bon Szoboszlai d'un côté et un très bon Musiala de l'autre. Musiala qui réalise un très bel Euro, des fois il me fait penser un peu à Bellingham, et là dans l'Euro je le trouve
un peu meilleure, on reviendra à l'Angleterre après un peu meilleure que Bellingham. En deuxième mi-temps, l'Allemagne recule un peu, mais Gundogan arrive à doubler la mise. Gundogan dans la surface, il est très bon dans ces petits espaces, et malgré une qualité de jeu indéniable de la Hongrie, il s'incline, mais voilà, la Hongrie a joué un football intéressant quand même. Pour l'Allemagne, c'est quand même 7 buts en 2 matchs lors de l'Euro. C'est un record. Je crois qu'aucune équipe n'a marqué autant de buts lors de leurs 2 premiers matchs de l'Euro. Les portes des huitièmes sont ouvertes pour eux. La Hongrie jouera sa survie, elle, face à l'Écosse lors du dernier match. Alors le match suivant, Écosse-Suisse, avant ce match, on pouvait se dire qu'on pouvait éteindre le suspense dans ce groupe, parce que si la Suisse remportait la rencontre, c'est bon, on avait l'Allemagne et on avait la Suisse qui passaient en huitième de finale. Shaqiri est titulaire cette fois-ci pour la Nati. Et dans ce match, je trouve que l'Écosse est transfigurée, tout simplement. Peut-être qu'elle était un peu timorée lors de son premier match contre l'Allemagne. L'Allemagne a réussi à la faire déjouer. En tout cas, ici, on voit un autre visage de l'Écosse, beaucoup plus séduisant. Et ce sont eux qui mettent le premier but, ou en tout cas, c'est Fabian Schär qui le détourne. Donc une frappe, je crois que c'est McTominay, mais j'en suis plus sûr, qui est détournée par Fabian Schär et qui marque contre son camp, Fabian Schär. Et donc l'Écosse mène en début de match 1-0. Et ensuite, la Suisse confisque un peu la balle jusqu'à une mauvaise passe en retrait de Ralston, récupérée par Shaqiri qui reprend, mais alors sans contrôle, et qui met une superbe frappe qui vient se loger dans le petit filet opposé. Très beau but. Par contre, on voit que Xhaka, qui mène un peu le jeu en Suisse habituellement, là, il est très bien muselé par McTominay. À noter que devant, que pour la Suisse, on voit un très bon Ndoye qui n'avait pas été titulaire lors du premier match, et on comprend pourquoi Bologne a réussi une bonne saison aussi, à l'image de ce joueur qui réussit un très bon match. Alors quand je parlais de l'ambiance tout à l'heure, que dire en tribune avec ces chants écossais à chaque match qui chantent, et peu importe le score, ça fait vraiment plaisir. Alors il y a beaucoup d'intensité dans ce match, beaucoup de courses des deux côtés, des occasions de part et d'autre, vraiment c'est un match agréable. Et puis finalement le match s'arrête sur un score d'1 but partout, un score qui qualifie les Suisses, mais qui n'écarte pas l'Écosse, qui n'élimine pas l'Écosse. Une Écosse avec bien plus d'engagement que lors du premier match, une Écosse magique aussi, puisque finalement pour l'instant ils ont marqué 2 buts dans cet Euro sans avoir marqué de but. C'est à chaque fois les adversaires qui marquent des buts contre leur camp. Alors ensuite on a eu Serbie-Slovénie, et là je vais pas m'étendre les amis, vous l'avez compris, c'était un match à 15h, donc je ne l'ai pas vu, je peux pas vous dire, je peux pas vous faire une analyse de ce match-là. On va passer directement donc au match suivant, Angleterre-Danemark. Alors peut-être le moins beau match de cette deuxième journée. Le début du match est plutôt équilibré, on voit l'Angleterre qui rentre assez bien dans la rencontre, comme lors de son premier match. En fait, ils ont un gros temps fort les Anglais, c'est sur les 15-20 premières minutes. Et à la 18e, on voit Christensen qui veut récupérer un ballon qui lui est remis en retrait. Il court vers la balle, mais dans son dos, il y a quelqu'un qui arrive et on ne lui parle pas à Christensen. Il se fait chipper le ballon finalement avant de pouvoir le récupérer. C'est Walker qui le déborde et qui centre pour Kane, tel un renard qui la met au fond du but. Alors dans les minutes qui suivent, on voit un peu plus de maturité de la part des Anglais, mais un peu plus d'explosivité de la part du Danemark, un peu plus de dynamisme, et ils sont d'ailleurs récompensés à la 30e minute par une très belle frappe de Hjulmand qui met un poteau rentrant. Alors ouais, c'est un très beau but, une frappe de loin, je crois que c'est des 30 mètres dans cet Euro, et de toute façon, il y a vraiment beaucoup de beaux buts. Ça va être très dur de faire un top 5, mais j'ai en tête plusieurs buts vraiment très jolis. Par contre, on voit rapidement la pelouse se dégrader, ça c'est un point négatif du match aussi, elle est vraiment dégueulasse, il y a des trous partout. Et c'est le Danemark qui a la possession en fin de mi-temps, en fin de première mi-temps, et le score s'arrête là, 1 but partout. Alors les Anglais démarrent mieux la seconde période qu'ils n'ont fini la première période, et on voit que les Danois développent quand même un bon jeu sans ballon, ils font un bon pressing, un bon jeu de grattage, et au fil du temps, ils prennent un peu le jeu à leur compte, avec plusieurs attaques tranchantes vers Pickford. Et ça continue comme ça, et le match se termine sur ce score de 1 but partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que les Anglais m'ont déçu. J'attendais de voir un meilleur visage d'eux en cette deuxième journée. Finalement, je les ai trouvés léthargiques. Ils ont des bons joueurs à chaque poste, je le dis à chaque fois, mais ils n'arrivent pas à développer du beau jeu, ils n'arrivent pas à correctement construire, et ils ont été assez léthargiques sur cette rencontre. Alors qu'au contraire, le Danemark s'est montré plutôt vaillant. Donc ouais, l'Angleterre, petite déception pour l'instant
lors de ce mondial, un peu comme lors de cet Euro, pardon, lapsus, un peu comme la Croatie finalement. C'est un match nul, ça se termine sur ce match nul, mais c'est un match nul qui n'arrange personne, ni les Anglais, ni les Danois. Alors le match suivant, Italie-Espagne, et là les amis, j'ai vu un très beau match, enfin j'ai vu surtout une très très belle Espagne. Et tout de suite, ils commencent très fort les Espagnols. Alors ça joue superbement bien devant, Morata en déviation, Nico Williams sur la gauche qui joue souvent dans le dos des défenseurs, Pedri qui bouffe le milieu, à droite Yamal qui déborde, qui est plein de vitesse, qui dribble, et il a seulement 16 ans Yamal, hein, pour vous dire, ses profs lui envoient ses devoirs pour qu'il fasse ses devoirs lors de l'Euro. Et en même temps, il a un niveau de jeu déjà incroyable de maturité à 16 ans. Et tous ces talents combinés, ça donne quoi? Ça donne qu'on met le feu sur le but de Donnarumma. Donnarumma qui réalise là un très bon match. Il est un peu partout et il sauve pas mal de ballons. Il fait vraiment une très belle rencontre. En face, on a quoi? On a Scamania devant, tout simplement, qui essaye par quelques balles en profondeur de prendre l'avantage sans vraiment y arriver. Alors ouais, il n'y a rien en Italie devant, hein. On est pauvre. À part Chiesa quand il est en forme, je le disais, mais Scamania, c'est pas le niveau, je suis désolé, c'est pas le niveau de l'Euro, hein. Vivement qu'ils intègrent Francesco Camarda, hein, sans doute. Peut-être, hein, il est encore jeune, il a tout juste 16 ans, il est encore dans les équipes de jeunes, mais peut-être que ça va être le renouveau, le nouvel avançant de phare en Italie, parce que là, il leur faut quelqu'un aux Italiens, hein. Ça pêche devant, c'est compliqué, hein. Alors que l'Espagne, c'est du beau jeu collectif, c'est beau, ça récupère toujours haut, et même Fabian Ruiz, il est superbement bon. Qu'est-ce qu'il fout au PSG, bon sang, quand on voit ce qu'il est capable de faire en équipe d'Espagne. Franchement, c'est pas les mêmes joueurs, hein. Là, on a un Fabian Ruiz de Wish au PSG, alors que là, on a Fabian Ruiz de niveau international en Espagne. Alors, première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est pareil, hein. On a une très séduisante Espagne qui joue rapide, qui joue sur les ailes, qui construit au milieu, qui se projette vers l'avant, et puis on a une Italie qui pioche, qui essaye par quelques contre-attaques, par quelques petits coups d'aller de l'avant, mais qui se montre réellement vraiment jamais dangereuse. À un moment, avec toute cette énergie déployée, ça paye. À Nico Williams, à un moment qui déborde sur le côté, qui centre, et c'est Calafiori qui le met du genou contre son camp et bute 1-0 contre son camp, mais 1-0 pour l'Espagne. Franchement, c'est amplement mérité. Ça aurait même pu être pire, tant les Italiens se sont fait bouffer, hein. Franchement, Di Lorenzo, il a rien vu, il n'a pas vu le jour. Heureusement qu'il y avait un grand Donnarumma dans les buts italiens, hein. Mais ouais, l'Espagne confirme son statut de favori. Pour moi, c'est la nation qui m'a le plus impressionné. Alors l'Allemagne m'a aussi fait belle impression, mais là, l'Espagne, face à des top sélections, peut-être des oppositions un peu plus fortes quand même que l'Allemagne n'a eu, on voit qu'ils sont vraiment très forts et ils peuvent faire peur pour leurs futurs concurrents. Ensuite, on a eu Ukraine-Slovaquie. Alors encore une fois, un match à 15h que j'ai pas pu voir malheureusement. Des images que j'ai vues, on a vu une Slovéquie concurrente et convaincante en première période, mais l'Ukraine a repris le jeu à son compte en deuxième période pour finalement s'imposer, et ça les relance bien dans le groupe. Alors le groupe de la France maintenant avec Pologne-Autriche d'abord, hein, on voit que lors de la composition, Lewandowski est toujours sur le banc de touche, en tout cas en ce début de match. C'est un début de match très intense, et ça c'est aussi une constante lors de cet Euro. Je trouve que toutes les sélections rentrent vraiment de manière dynamique dans les matchs. On voit des débuts de match souvent très intenses dans cet Euro. Ils sont bien en place, les Autrichiens, ils sont récompensés dès la 9e minute par Treuner, qui met une belle tête à la réception d'un centre. Et après un bon premier quart d'heure, on voit que les Polonais arrivent à s'adapter tactiquement et à équilibrer le jeu. Alors, on voit, les caméras se mettent un peu sur Lewandowski, sur le banc de touche. On voit qu'il glisse un mot à un membre du staff, et ce membre du staff le relaie jusqu'à l'entraîneur. Et ensuite, on voit subitement l'équipe de Pologne s'adapter un peu plus facilement tactiquement au jeu autrichien. Alors, il a un poids, il a un rôle, hein, Lewandowski, par son expérience des grands matchs, par sa maturité, par son standing dans l'équipe, et je ne sais pas quelle influence il peut avoir sur les décisions du coach, mais en tous les cas, on voit que c'est pas anodin, qu'après ce discours, la Pologne arrive un peu mieux
à prendre les rênes du match, en tout cas à équilibrer plutôt le match. Et puis ils arrivent même à la 29e minute avec Piatek à égaliser. En seconde mi-temps, ça y est, les Autrichiens reprennent un peu le contrôle et puis on voit la rentrée enfin de Lewandowski à la 59e minute. Mais c'est bien l'Autriche qui prend les devants grâce à Baumgartner à la 66e minute. Et 11 minutes après, Arnautovic fait le break sur penalty. L'Autriche mène alors 3-1. Et globalement, c'est quand même mérité parce que l'Autriche a dominé la seconde période. Il va falloir compter avec eux, hein, l'Autriche. Comme je le disais au tour précédent, c'est une équipe qui peut faire peur, qui a bien évolué depuis les quelques dernières années. Et je pense qu'ils n'ont pas fini leur parcours dans cette compétition. Alors ensuite, on a France-Pays-Bas. J'en ai fait une longue analyse lors de ma précédente vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je vais juste redire que c'était un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge, 0-0. C'est le premier lors de l'Euro. Un gros manque de réalisme de la part des Français devant, même si on était solide en défense, on était solide au milieu, et il y a plusieurs points positifs à distribuer. Kanté a été élu homme du match, il a été magnifique. De l'autre côté, les Pays-Bas, pour moi, c'est insuffisant, hein. Ça jouait pas, on avait l'impression qu'ils cherchaient le match nul, ils jouaient un peu la baballe devant, et puis à la baballe derrière, je veux dire, et puis ils balançaient devant quand ils pouvaient, même s'ils ont fait très peur à un moment donné avec un but, mais signalé hors jeu assez gentiment par l'arbitre. Pour moi, ça ne méritait quand même pas. Je trouvais que les Français étaient bien supérieurs dans le jeu lors de cette rencontre. Donc les deux équipes finissent avec 4 points lors de ce groupe. L'Autriche est juste derrière en embuscade avec 3 points. Ça va être très intéressant, Autriche-Pays-Bas. Et comme je l'ai dit lors de ma vidéo d'analyse France-Pays-Bas, l'Autriche a des chances de passer, a des chances de battre les Pays-Bas d'après le niveau de jeu que j'ai vu des Pays-Bas. On en reparlera, les amis. Comme vous savez, je ne suis pas bon en paris sportif, mais je crois quand même à l'Autriche. On va voir ça. Les Français peuvent l'emporter contre la Pologne et peuvent finir premier du groupe. Nous verrons ça lors du dernier match. On poursuit avec République tchèque, Géorgie, deux sélections qui ont perdu leur premier match. Gros rythme en début de rencontre, hein, avec des Tchèques très entreprenants qui assènent de nombreuses attaques jusqu'à la 22-23e minute quand Lorek ouvre la marque avec un contre favorable, mais le but finalement est refusé après avoir eu recours à la VAR pour une faute de main. Et alors là, malgré les nombreuses tentatives tchèques, hein, on a un vrai mur dans les buts géorgiens. Mamadarshvili est partout. Il passe à gauche, il passe à droite, il fait des claquettes, il est partout Mamadarshvili, un vrai mur, on ne le passe pas. Et de l'autre côté, arrive ce qui devait arriver, c'est Mikotadze qui ouvre le score sur penalty juste avant la pause. Vous voyez, la Géorgie rentre au vestiaire finalement un peu avec l'avantage un peu contre le cours du jeu. Au retour du vestiaire, c'est un peu de l'attaque-défense à la faveur des Tchèques, hein, qui parviennent finalement à égaliser sur corner avec Patrick Schick qui marque suite à un coup de billard après une bande à 3, comme ça rebondit et puis boum, il arrive à la pousser dans le but. Mais la défense géorgienne ensuite est assez héroïque, tient bien le match nul malgré plusieurs coups de boutoir des Tchèques. Ça tient et les Tchèques sont devant, ils se découvrent même à l'arrière, hein, le bloc est assez haut et ils ont failli en contre à la dernière seconde sur les derniers instants avant que l'arbitre siffle. Ils ont failli se prendre un but en contre, un super mouvement, ils sont 3 contre 1 les Géorgiens à l'approche du but. Il y a un joueur qui décale un autre, alors je sais plus qui c'est dans mes souvenirs, mais le joueur reprend la balle et la met au-dessus. Il aurait pu tuer le match, ça aurait pu faire vraiment un hold-up pour la Géorgie, mais non, ça se finit sur un score d'un but partout. Les deux équipes conservent une chance de se qualifier au tour suivant. Alors l'avant-dernier match de cette deuxième journée, Turquie-Portugal. Au niveau de la composition, on voit le Portugal revenir à un classique 4-3-3 avec Palinas cette fois titulaire au milieu. Je pensais qu'il aurait été titulaire d'ailleurs lors du premier match. Mais ensuite on conserve un peu ce qu'on avait lors de la première rencontre. Pepe reste effectivement titulaire en défense centrale. Ronaldo reste titulaire devant. Et c'est le Portugal qui se montre le plus dangereux et qui confirme sa supériorité dès la 22e minute avec un but de Bernardo Silva.
Ensuite, le Portugal double rapidement le score avec un sacré but de gag contre son camp. Le gardien sort sur une action. Alors Kaidin passe en même temps en retrait, mais du coup il prend le gardien à contre-pied et la balle roule doucement vers le but et dépasse la ligne de but. Et voilà, le Portugal double donc la mise sur cet incroyable but de gag. Mais quand on voit le Portugal, ça peut faire peur aussi. Nuno Mendes et Leao à gauche, ça va très très vite. En défense, Pepe, Ruben Dias, ça tient bien. Devant, Vitinha, il fait un euro à l'image de sa saison au PSG, tout simplement incroyable. Il est très très bon. Bernardo Silva à droite, on le connaît, c'est une valeur sûre. Et devant, Ronaldo est bien là. On voit même Ronaldo qui veut faire jouer ses coéquipiers, qui n'hésite pas à faire la passe, qui n'hésite pas à faire la déviation, qui joue collectif. Secondé par Bruno Fernandes, qui est très bon aussi. Ouais, le Portugal, ils n'ont pas vraiment non plus de grands défauts. C'est un bon bloc équipe. Et avec l'Espagne et avec l'Allemagne, pour l'instant, ce sont les troisièmes qui m'ont fait une très belle impression. Donc on voit plus de maîtrise, plus de maturité côté portugais qui logiquement à la fin de la première mi-temps rentre au vestiaire avec un avantage de 2-0. À la reprise, c'est le Portugal qui s'envole avec un Ronaldo qui s'échappe d'une défense un peu mal alignée et qui offre le but sur sa gauche à Bruno Fernandes qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond pour offrir le 3-0 à son équipe. L'impact portugais est beaucoup plus fort que celui de la Turquie, même si en fin de match il recule un peu. Et en tout cas, comme je le disais, ça se termine sur un score de 3-0 et le Portugal confirme son statut de favori. Allez, le dernier match Belgique-Roumanie, et les amis, j'avais hâte de voir les Roumains jouer, j'avais pas pu les voir lors du match contre l'Ukraine, leur premier match, puisque le match était aussi à 15h, là j'avais hâte de les voir jouer, j'ai pas été déçu, c'était un très beau match, Belgique-Roumanie. La Belgique devait gagner, ils avaient perdu le premier match. Alors déjà lors de la composition, il y a pas mal de changements en Belgique. Trossard est sur le banc, je l'avais pas trouvé bon lors du premier match et le coach sans doute non plus puisqu'il l'a remplacé par Luke Bacchio. Bon, plus tard il sera remplacé par Trossard. J'ai trouvé Trossard meilleur à vrai dire que Luke Bacchio sur ce match quand il est rentré. Mais bon, c'est une histoire un peu plus tard. Il met aussi Vertonghen et Théaté titulaire cette fois-ci, et puis au milieu, j'avais dit que Mangala Onana, ça n'allait pas trop, les deux, on voit que Mangala cède sa place au milieu, et il met Tielemans, et il a raison, parce que Tielemans, dans ce début de match, il est merveilleux, il est bon à la récupération, il est toujours là, il lance ses coéquipiers vers l'avant, il se projette vers l'avant. Tielemans, il fait vraiment un très bon match pendant ce match-là, il est justement, alors, il commence bien le match déjà, parce que c'est lui à la deuxième minute sur une belle remise de Lukaku qui s'occupe un peu de la défense comme ça, il met son corps en opposition et il remet la balle à Tielemans, Tielemans le reprend et ouvre le score à la deuxième minute pour la Belgique et ensuite comme je le disais il fait un très bon match Tielemans. Bon, les Roumains réagissent bien en cherchant à combiner avec une grosse présence devant et même un Dragosin juste après le but de Tielemans qui met une tête et qui la met juste au-dessus. Mais les Belges dominent quand même ce début de match, créent des décalages, se créent des situations dangereuses. Il y a un rythme, il y a des espaces dans cette première mi-temps, elle est vraiment agréable à regarder. Les Belges sont rigoureux, mettent de l'intensité, même si les Roumains sont dangereux en contre. Et c'est ce qu'on remarque tout de suite au début de la seconde période, même si c'est la Belgique qui fait le break, on croit qu'ils font le break à la 62e minute, quand Lukaku est bien lancé par De Bruyne, il met un plat du pied dans le but, mais finalement il est déclaré hors jeu et le but est refusé. Après ça va d'un but à l'autre avec des actions chaudes d'un côté comme de l'autre et des Roumains très séduisants qui s'installent finalement au bout d'un moment dans la surface belge. Mais coup du sort, à la 80e minute, il y a un long dégagement et la balle est loupée par la défense roumaine. Elle rebondit mais elle passe au-dessus de la défense et puis qui apprécie un peu mal la trajectoire. Trop court et puis c'est De Bruyne finalement qui récupère la balle et qui s'offre un face-à-face seul face au gardien et qui la met dans le but 2-0 pour la Belgique. Ça se termine sur ce score, les Belges l'emportent dans la difficulté, bien bousculés par cette équipe roumaine courageuse et je vois pourquoi ils avaient gagné finalement leur premier match 3-0 face à l'Ukraine. J'ai trouvé les Roumains vraiment bien en place, séduisants, ils m'ont bien plu et on voit que c'est une génération aussi un peu montante. Je connaissais un peu moins les joueurs, alors sauf Dragusin en défense, qui est un des joueurs qui joue dans des top clubs européens, et puis Hadji parce que c'est le fils de Georges Hadji, mais je connaissais un peu moins sinon les autres joueurs, mais on voit que c'est une sélection
sélection qui est jeune et qui a du potentiel, et ben ça rabat les cartes finalement de ce groupe E, puisque toutes les équipes ont 3 points. Toutes les équipes peuvent se qualifier, mais toutes les équipes peuvent aussi se faire éliminer. Mais bravo aux Roumains qui ont cherché à jouer, et peu importe le score, même quand il y avait match nul, quand ils se faisaient dominer, ils ont cherché à jouer avec beaucoup de qualité technique, ce qu'on n'a pas vu par exemple avec les Hollandais. Eh bien, bien malin qui pourra prédire l'issue de ce groupe E qui reste franchement très indécis. Alors voilà pour l'ensemble des matchs de cette deuxième journée, les amis. Je ne sais pas si je ferai un débrief de la troisième journée parce que ça n'a pas vraiment de sens. Les matchs se jouent au même moment depuis, vous le savez certainement, le match de la honte qu'il y a eu à la Coupe du Monde 1982 entre l'Allemagne et l'Autriche. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai traité ce sujet en vidéo. Je essaierai de vous mettre la fiche quelque part ou le lien en commentaire. Si vous n'avez pas vu, regardez cette vidéo, elle est très instructive. Mais depuis ce match, on joue les derniers matchs de la dernière journée au même moment. Donc forcément, tout le monde en verra 15 sur 2. Donc je ne sais pas si je ferai un débrief de la dernière journée. Mais en tout cas, je continuerai à vous faire des vidéos régulièrement pendant cet Euro. Et j'ai en tête une vidéo qui sort un peu du commun, un pronostic. Une vidéo pronostic que je vais faire sur les huitièmes de finale. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans les pronostics autour du foot sur YouTube. J'ai en tête quelque chose qui est très particulier. Donc loupez pas cette vidéo sur mes pronostics des huitièmes de finale. Quant à moi, je continue à penser que c'est un très bel Euro. J'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir le dénouement de ces groupes. Voilà les amis, je vous montre tout ça, mettez-moi un pouce, mettez-moi en commentaire quelle a été votre impression lors de cette deuxième journée, mettez-moi en commentaire quelle est votre équipe, l'équipe en tous les cas qui vous a le plus séduit. On se retrouve très vite, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis, portez-vous bien, au revoir.